Le président Macky Sall et le roi Mohamed VI passent en revue les troupes avant de réceptionner 12 embarcations pneumatiques. Le matériel est offert par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche du Maroc. Il va aider le Sénégal à lutter efficacement contre la pêche illicite. En posant cet acte, le roi du Maroc apporte une contribution de taille dans le développement de la pêche au Sénégal, en particulier la mise en œuvre du plan d'aménagement du poulpe. Espèce peu connue, le poulpe est très recherché, donc très rentable. C'est pourquoi le chef de l'État avait pris un décret portant plan d'aménagement de cette pêcherie. Le Maroc apporte son concours scientifique. Sur la période de notre accord, nous allons procéder à faire des réunions de travail pour préparer le protocole d'échantillonnage. Et ensuite, nous allons effectuer des missions en mer et qui vont nous permettre d'avoir un peu tous les aspects biologiques du poulpe. Ensuite, nous allons procéder à des travaux de statistiques et de géostatistique pour en fait d'identifier les zones de concentration et surtout pour évaluer les biomasses. Et toutes ces informations, une fois que nous avons toute la cartographie et les biomasses, il est important d'évaluer le potentiel exploitable, sachant qu'il y a une forte variabilité. Le poulpe subit énormément les conditions environnementales. Le plus important au final, c'est de définir les bonnes saisons de pêche et d'avoir des productions suffisantes pour accéder au marché au meilleur prix, sachant qu'aujourd'hui le poulpe peut atteindre à l'export $10 le kilo. Donc l'objectif n'est pas de produire uniquement beaucoup, mais aussi de vendre au plus cher à l'export. Et pour cela, il faut avoir une bonne stratégie d'exploitation et d'aménagement. Très honorés, les personnels de la base navale ont tenu à marquer leur gratitude aux deux chefs d'État. Toujours avec les honneurs de la République. C'était donc le président Macky Sall et le roi du Maroc qui étaient donc à la base navale amiral Faye Gassama pour la réception de 12 embarcations pneumatiques destinées à la lutte contre la pêche illicite. À l'issue de la cérémonie de réception de ces embarcations pneumatiques, son Excellence le président Macky Sall a offert un déjeuner officiel à la salle des banquets du Palais de la République en l'honneur de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le renforcement de la coopération économique entre le Sénégal et le Maroc est au cœur de ce séjour du roi au Sénégal. Devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président Macky Sall, plusieurs conventions ont été signées ce matin entre les deux gouvernements. La Fondation Mohamed VI met 6,5 milliards à la disposition des petits producteurs. Les autres conventions concernent la pêche et les transports aériens. C'est un reportage signé Aboubakri Kane. La visite officielle de Sa Majesté à Dakar est toujours une occasion de renforcer les relations d'excellence entre le royaume chérifien et le Sénégal. À son arrivée au Palais de la République, Sa Majesté a été reçue par son Excellence pour un long tête-à-tête qui sera par la suite élargi aux deux délégations ministérielles. Une rencontre au cours de laquelle différents accords de partenariat ont été signés entre les deux parties. D'abord, une convention sur la mise en place d'un dispositif de financement pour accompagner la petite agriculture, notamment en milieu rural. Une offre qui devrait permettre aux exploitations familiales de se moderniser à travers l'accès au crédit. Qu'ils mettent leur savoir-faire et avec la grande participation de la Fondation Mohamed VI pour la participation dans un fonds de garantie. La Fondation va mettre 1 million d'euros dans le fonds de garantie. Ce fonds de garantie va garantir les petits paysans, les petits agriculteurs pour avoir accès à des financements par ces banques qui vont se mettre ensemble pour créer des outils et les financer. L'objectif, c'est de financer dans le départ à peu près 7000 petits agriculteurs et cela va arriver à 70 000 agriculteurs par la suite en cumul pendant les 5 années à venir. Il s'agit d'un partenariat entre les deux ministères de l'Agriculture, la Fondation Mohamed VI pour le développement durable et deux groupes financiers, la Banque centrale populaire et le Crédit agricole du Maroc,
accrédité d'une solide expérience de la microfinance. Une synergie des efforts pour apporter une réponse innovante aux besoins de la petite agriculture. L'autre convention est relative à l'exploitation maritime, un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre d'un plan d'aménagement du poulpe. On a une seule équipe de recherche marocaine et sénégalaise qui va travailler pour mieux connaître le milieu marin, pour pouvoir dégager des cartes et des observations, pour pouvoir dire quel est l'endroit où il faut pêcher, où il ne faut pas pêcher, quand est-ce qu'il faut interdire la pêche, quand est-ce qu'il faut réglementer la pêche, c'est-à-dire s'il y a des périodes biologiques où il faut laisser la mer se reposer. Et donc à partir de là, les textes réglementaires doivent être également actualisé par rapport à ça. La pêche de poulpe est une pêche très rentable qui peut apporter un revenu important pour les pêcheurs et pour les petits pêcheurs. Autre secteur où les deux pays entendent également développer un partenariat stratégique, les transports aériens. Une collaboration entre opérateurs marocains et sénégalais en vue d'un partenariat Royal Air Maroc Air Sénégal SA au bénéfice des deux compagnies. Il a été convenu de mobiliser les deux compagnies pour coopérer afin de mettre en place un partenariat mutuellement bénéfique dans divers domaines opérationnels et techniques, notamment à travers la mise en place d'accords commerciaux. Cette nouvelle collaboration permettrait à terme d'accompagner le lancement effectif d'Air Sénégal SA, un des piliers du projet phare du plan Sénégal émergent, hub aérien sous-régional, qui a pour ambition de faire du Sénégal un hub aérien et de services de la sous-région. Il s'agit à travers ces conventions d'une approche conjointe des instruments de lutte contre la pauvreté qui, à coup sûr, vont doper la production des exploitations familiales. Une façon aussi d'améliorer les conditions de vie et d'existence des populations à la base. C'est hier que le roi du Maroc est arrivé au Sénégal. Il s'est adressé à ses compatriotes depuis la capitale sénégalaise dans un discours très important où il a abordé plusieurs thèmes. Le discours a été donc parcouru par Dahaba. Voici la synthèse. Sa Majesté le roi Mohamed VI justifie le choix de Dakar pour prononcer ce discours consacré au 41e anniversaire de la Marche verte par plusieurs faits. D'abord, le Sénégal avait soutenu le royaume chérifien à l'époque. Ensuite, le Sénégal, par des actes et paroles, a toujours considéré à plusieurs occasions la question du Sahara marocain comme étant une cause propre au royaume chérifien. Autre fait symbolique, la position courageuse du Sénégal en 1984, année à laquelle le Maroc avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine. Le Sénégal avait affiché sa position part d'Organisation de l'Unité africaine sans le Maroc. Le roi Mohamed VI, dans son discours, a aussi justifié le choix de Dakar par la stabilité politique et sociale et le dynamisme économique de notre pays. Il y a également le fait que le Sénégal et le Maroc sont deux peuples aux relations de fraternité et de solidarité. Une communauté de destin unie à travers l'histoire, ce qui fait du Sénégal et du Maroc un seul peuple représentant le prolongement naturel dans une symbiose singulière entre les deux pays, indépendants et respectueux de leurs spécificités, pour reprendre le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, de préciser que la politique africaine du Maroc ne se limitera pas en Afrique occidentale et centrale, mais dans toute la globalité du continent. Voilà le roi Mohamed VI qui s'est adressé aux Marocains depuis la capitale sénégalaise dans une intervention très importante. Le roi du Maroc qui effectue une troisième visite officielle au Sénégal, il a été accueilli par le président Macky Sall. C'était en compagnie des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Il y avait également beaucoup de Sénégalais et de Marocains qui s'étaient mobilisés pour un accueil populaire. Voici le reportage de Oumar Nying. Il est 18h45 quand le Boeing 747 du Royal Air Maroc finit de se poser à l'aéroport Léopold Senghor, en toute sécurité. Le président Macky Sall et son premier ministre sont déjà prêts pour l'accueil.
Pour la 9e fois depuis le début de son règne, le roi du Maroc foule à nouveau le sol sénégalais. La chaleureuse bienvenue du président Macky Sall est suivie des honneurs. Le roi Mohamed VI est accompagné d'une forte délégation. Sur la piste, une mobilisation tout aussi remarquable du gouvernement du Sénégal, du corps diplomatique et des ressortissants du royaume. Le président Macky Sall et son illustre hôte ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur. À l'issue de cet entretien, le cortège commun sort de l'aéroport. À pied, les deux chefs d'État ont communié avec les populations venues en masse, souhaiter la bienvenue à Sa Majesté. Après cet accueil enthousiaste, le président Macky Sall a accompagné le roi Mohamed VI à la résidence de l'ambassade où il s'est installé. Vive le roi Mohamed VI! Vive le président Macky! Voilà les images de l'arrivée et de l'accueil du roi Mohamed VI. C'était hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Je vous l'annonçais dans les titres. L'invité de ce 20h est Oumar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Bonsoir encore, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous avez suivi avec nous donc les images dans le cadre de l'arrivée du roi Mohamed VI, donc les images de ces protocoles qui ont été signés dans le domaine de la recherche, de l'aménagement, de la pêche, du poulpe. Quel sera l'impact en termes de pêche et d'économie nationale? Bien, je vous remercie. Comme vous le savez, le Sénégal est en train de travailler de manière résolue vers le développement du secteur de la pêche et de l'économie maritime, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre précis, pour le poulpe, qui s'appelle Yaranka en Wolof, qui est une espèce halieutique qui n'est pas très bien consommée au Sénégal, mais qui est très recherchée et prisée au niveau extérieur, notamment dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, le Japon, etc. et tant d'autres pays. Il se trouve que ce produit est, comme je l'ai dit, un produit à forte valeur ajoutée. Le kilo de poulpe coûte dans les 3 000, 4 000 francs et même à l'export jusqu'à 10 000 francs CFA. Donc le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé qu'on s'occupe de ce produit pour qu'il y ait une valeur ajoutée, pour qu'il y ait des revenus supplémentaires pour les pêcheurs. Et c'est dans ce cadre que M. le Président de la République a signé le décret donc 2016-90 du 19 janvier 2016 portant plan d'aménagement du poulpe. Et dans le cadre de ce plan d'aménagement, nous avons besoin donc d'une impulsion, d'une coopération à tous les niveaux. Et cette coopération avec le Maroc, qui a une bonne expérience dans la mise en œuvre et dans la gestion de ce produit, vient à son heure. C'est le sens de l'accord que nous avons signé ce matin devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Et cet accord se traduira par une synergie des actions entre les deux instruments de recherche, l'Institut national de recherche halieutique du Maroc et le CROT, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, qui mettront en œuvre et en mutualisant donc leur navire de recherche. Vous savez que nous avons un navire de recherche très performant qui est le Itafdem, qui est au port de Dakar et qui manœuvre dans la sous-région. Donc l'expertise marocaine viendra avec notre propre expertise pour la mise en œuvre de ce plan d'aménagement du poulpe.
Alors, dans le cadre de cette visite également, Monsieur le ministre, vous avez reçu 12 embarcations pneumatiques pour la lutte contre la pêche illicite et illégale. Qu'est-ce que cela va, en termes d'impact, encore une fois, comment cela va vous renforcer? Oui, également cette activité et cette action qui a été donc menée ce matin avec la réception de 12 embarcations pneumatiques type Zodiac, ces embarcations vont nous aider à être beaucoup plus présents au niveau de notre zone économique exclusive avec les patrouilleurs de la marine nationale. Cela se traduit par le fait que cette pêche INN, comme vous le savez, qui nous pose beaucoup de problèmes, le Sénégal perd en moyenne, selon les statistiques, 150 milliards de francs CFA par an, dû à une incursion de gros navires qui viennent piller nos eaux territoriales en pêchant de manière illégale, comme son nom l'indique. Alors donc, nous avons pris des mesures très importantes. Rappelons la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, la loi 2015-18 du 13 juillet 2015, qui a instauré un système de sanctions très sévère pour ces navires qui mènent cette pêche illicite. Lorsque nous prenons un navire, ce navire va payer minimum 500 millions avec un maximum de 1 milliard, avec la possibilité également de pouvoir, disons, prendre ce navire directement en cas de récidive. Donc, cette loi et ces mesures qui sont prises sont des mesures très dissuasives, mais il nous faut une présence en mer. Et cette présence, nous ne pouvons la faire qu'avec des vedettes, avec des patrouilleurs. Et justement, ces Zodiacs qui nous ont été donc offerts par la coopération marocaine, ces Zodiacs vont intervenir dans une présence beaucoup plus remarquée en mer et de manière à faire en sorte que ceux qui tenteront de piller nos ressources halieutiques soient suffisamment avertis pour qu'il y ait une dissuasion et les empêcher donc de mener cette activité illégale. D'accord. Et où en êtes-vous avec le quai de pêche de Soumbédioune, qui est également le fruit de la coopération entre le Sénégal et le Maroc? Très bien. Comme vous l'avez dit, effectivement, ce quai est un quai très important. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, ont posé la première pierre le 25 juin 2015 lors de la visite de Sa Majesté au Sénégal. Les travaux ont démarré. Il faut comprendre qu'il y avait d'abord un travail de stabilisation du quai parce que le sable n'était pas très stable. Donc nous avons fait un travail très important de stabilisation, un travail très important de protection également au niveau de la mer pour éviter que les vagues viennent attaquer le quai. Donc il y a des travaux de renforcement. Et ensuite maintenant, nous sommes dans une phase de travaux de génie civil. Actuellement, les entreprises sont à pied d'œuvre et vous pourrez le constater si vous allez visiter ce chantier. Donc c'est un chantier qui sera réceptionné courant 2017 et rappelons que c'est un montant de 1,8 milliard qui va être investi par le Royaume du Maroc comme don au Sénégal dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Voilà, M. Ouagay, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau en votre qualité de ministre de la Pêche et de la Pêche et de l'économie maritime pour nous parler donc de ces accords signés dans le domaine de la pêche entre le Sénégal et le Maroc. C'est dans le cadre de la visite au Sénégal du roi du Maroc, son Excellence, Sa Majesté plutôt, Mohamed VI. Dans l'autre actualité, la journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée ce lundi à Keur Birago Boubès. C'était sous la présidence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il a saisi l'occasion pour rappeler la responsabilité et la portée des écritures de l'écrivain. Paix et sécurité, c'est le rôle de l'écrivain africain. Donc, c'est le thème choisi pour cette 24e édition. C'est un reportage de Aminata Bengafal. Voilà. Le Premier ministre accueilli à Keur Birago Boubès avec tous les honneurs. Pour cette 24e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, le siège des écrivains du Sénégal a refusé du monde. Devant un parterre d'invités composé d'autorités et de personnalités du monde des arts et des lettres, sont célébrés les écrivains. Ces hommes et femmes dont le rôle dans la cité n'est plus à démontrer. Vous représentez en effet un symbole en exemplarité
en modèle sur les terres de Birago Diop, Cheikh Hamidou Kane, Léopold Senghor, Cheikh Anta Diop, Ousmane Sosé Diop, Abdoulaye Sadji, Alioune Diop, Malik Fall, David Diop, pour ne citer que ceux-ci. Le Premier ministre est revenu sur la mission de l'écrivain, non sans rappeler sa responsabilité et la portée de ses écritures. Votre rôle premier est de pressentir l'éveil de vos peuples respectifs, auxquels vous contribuez puisque vous en êtes les aiguillons. L'écrivain est maître de langue, comme disait Senghor. Il est à la fois passeur de culture et couturier du genre humain. Dès lors, l'écrivain doit toujours mesurer la portée de ce qu'il écrit. Même si nous sommes aussi dans le domaine de l'art, c'est-à-dire celui de la liberté par excellence. Face à l'insécurité grandissante en Afrique, les écrivains comptent jouer leur rôle. C'est tout le sens du thème de cette édition, axée autour de la paix et de la sécurité. Chaque fois qu'il y a eu des révolutions ou quelque chose comme ça, les gens commencent à attaquer les bibliothèques. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours de tuer la pensée. Avec l'intolérance religieuse, l'Afrique est menacée. Donc les serviteurs de la plume doivent être aussi des fantassins, des chevaliers de la plume, doivent se lever et combattre avec leur principale arme, la plume, pour d'abord dénoncer, alerter et combattre. Le professeur émérite Hamidou Dia a été choisi comme parrain de l'événement. Vous savez, la littérature a une fonction de vigile, a une fonction de diagnostic, a une fonction de projet. Ce qui veut dire que la littérature et de manière générale, la culture joue un rôle extrêmement important dans le développement. Qu'on honore un homme de culture, je pense qu'au-delà de la modeste personne que je suis, c'est la culture elle-même qui est honorée, c'est la littérature elle-même qui est honorée, et c'est son importance dans une société qui est reconnue. C'est dans cette dynamique qu'il sera désormais organisé annuellement 2 événements majeurs, la rentrée solennelle et le Grand Prix des Arts et des Lettres. Cette rencontre a été également marquée par la remise au Premier ministre d'une haute distinction Léopold Sédar Senghor et d'un trophée ainsi qu'au parrain et au président de la République du Congo, pays invité d'honneur. Notre programme du PUDC va voir le jour bientôt, l'atteinte universelle à l'eau potable en milieu rural. À cela s'ajoute le dessalement des eaux qui va être une production additionnelle. L'annonce a été faite lors de la séance plénière au Conseil économique, social et environnemental. La Commission développement rural de l'institution a élaboré un projet Jeanne Dior. La gestion du potentiel hydro-agricole, la réglementation de l'exploitation des eaux de surface ou souterraines, la qualité de l'eau et les opportunités des énergies renouvelables dans le secteur, toutes ces questions ont été abordées en présence du ministre de l'Hydraulique. Les membres du Conseil économique ont proposé un projet d'avis qui a pour thème une meilleure utilisation des ressources en eau à travers les énergies renouvelables comme une alternative durable à l'agriculture pluviale. Nous sommes en train donc de dérouler une politique visant à l'atteinte universelle donc en termes d'eau potable en milieu rural. D'abord par le PUDC, plus de 155 ouvrages réalisés donc en termes de forage multivillage et aussi en termes de forage marteau-fond de trou. Ce programme sera complété par un autre programme qu'on va débuter en décembre 2016, à partir de décembre 2016, pour une durée de 15 mois. Et ce programme s'appelle aussi PUDC, mais qui est financé donc par Exim Bank Chine. Programme qui va nous permettre de réaliser 251 ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire 181 forages multivillages, c'est-à-dire on a le captage, le forage, le stockage, donc le château d'eau et la distribution, c'est-à-dire les réseaux. Donc ce qui fait un système de 181 multivillages, plus 70 renouvellements. Et ceci à l'échelle nationale. Maintenant, la desserte, c'est comment disposer ces points d'accès au niveau des localités pour permettre aux populations de pouvoir faire le minimum possible de distance pour pouvoir accéder à l'eau. Ces programmes et projets s'ajoutent le dessalement. La récupération de cette ressource sera bénéfique aux populations qui peinent de nos jours à avoir de l'eau potable. Nous avons un programme important de dessalement d'eau de mer qui sera réalisé sur 2 sites. Le premier site, donc, c'est les Mamelles,
avec le financement donc, du gouvernement japonais pour un budget à peu près de 135 milliards de francs CFA. Et cette unité de dessalement installée au Mabel va produire à peu près, dans un premier temps, 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. Le projet d'avis a été adopté à l'unanimité par les conseillers. À l'entame de la séance, le nouveau conseiller Abdoulaye Sow a été officiellement installé. Il remplace Serigne Ousmane Seck, décédé en juin dernier. En marge de la séance plénière, le ministre s'est prononcé sur la question du manque d'eau à Touba, surtout durant le Magal. Et selon Mansour Faye, interpellé sur ce point, la gratuité de l'eau dans cette zone est à l'origine des difficultés que ces populations rencontrent. Selon lui, des mesures doivent être prises, surtout à l'encontre des entreprises qui se trouvent à Touba. Nous l'écoutons au micro de Jeanne Dior. Puisque vous allez à Touba, toutes les structures privées ne payent pas l'eau. Les stations d'essence qui sont utilisatrices ne payent pas l'eau. Les services ne payent pas l'eau. Donc il faut qu'une réflexion soit menée pour que des solutions soient apportées. Parce que pour avoir, en tout cas, un investissement conséquent, il faudrait que nous regardions, que nous réfléchissions comment mettre en place, en tout cas, cette réflexion pouvant nous donner des solutions quant à donc, les dispositions à prendre pour que l'eau ne soit plus, en tout cas, utilisée d'une certaine manière au niveau de Touba et permettre aussi aux populations d'avoir non seulement de l'eau de qualité, mais aussi de la production à abondance. Et ça, nous pouvons dire, parce que vous allez à Touba, on vous sert de l'eau minérale, c'est de l'eau payée. J'ai été il y a 2 ans environ à un CRD au niveau donc, de la région de Diourbel et cette question avait même été soulevée par les autorités religieuses de Touba. Quelle réflexion en tout cas mettre en œuvre pour trouver une solution par rapport à cette gratuité? Parce que pour avoir en tout cas une eau de qualité, de la production suffisante, il faut nécessairement que nous regardions cette question-là. Parlons de la 18e édition du concours d'agrégation en médecine du CAMES du 7 au 15 novembre. 201 maîtres assistants vont subir 3 épreuves pour prétendre au titre de maître de conférence. Notre pays présente 40 candidats encadrés par l'université Cheikh Anta Diop. Fatou Sakho. L'agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, un programme phare du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. De 15 candidats en 1982, ils sont passés à 201 cette année. Je tiens par-dessus tout à vous féliciter, chers candidats, pour avoir opté d'assurer votre promotion en grade post-universitaire en empruntant la voie étroite. Ainsi, la communauté universitaire pourra s'enrichir de nouveaux professeurs titulaires si ces maîtres assistants passent maître de conférence devant les 168 membres du jury. Je demeure convaincu qu'au-delà de ce concours, le brassage entre scientifiques du Sud devra prendre une autre dimension avec comme référentiel le CAMES. Il est en effet devenu impérieux d'aller vers l'émergence d'une médecine plus proche des populations, mieux armée pour faire face aux maladies émergentes grâce aux nouvelles technologies et à l'émergence de nouvelles spécialités, comme nous le notons avec bonheur dans les statistiques du CAMES. Beaucoup a été fait, mais convenons qu'il reste beaucoup à faire aussi. L'UCAD, avec les 40 candidats du Sénégal, a dû s'investir pour accueillir les 300 scientifiques venus d'Europe et de la sous-région. Cela constitue un énorme défi pour le Sénégal. Défi dans l'organisation, défi dans la préparation. Il nous a fallu préparer nos candidats et les préparateurs de la faculté de médecine travaillent depuis plus d'1 an avec les 40 candidats du Sénégal pour que nous ayons 100%. Depuis le mois de juillet, ils sont en train de faire les différentes prestations, les répétitions en sorte très difficiles, avec la première épreuve, qui est l'épreuve des titres et travaux. Si vous avez une moyenne de 10 sur 20, vous passez à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, ce sera la leçon. La leçon, une leçon pour laquelle il faut la préparer pendant 5 heures de temps. Et aussitôt après, vous allez maintenant présenter cette leçon pour 45 minutes devant les membres du jury. Ils vont l'évaluer et si vous la réussissez, vous pouvez encore passer à la 3e épreuve, qui est l'épreuve de malade,
pour les médecins et l'épreuve de travaux pratiques pour les fondamentalistes et pour les pharmaciens. Mais à la suite de cette troisième épreuve, il faut une moyenne de 12 pour pouvoir réussir. Le choix du Sénégal pour l'organisation pour la 3e fois de ce concours du CAMES n'est pas fortuit. Avec la nouvelle orientation de l'enseignement supérieur qui promeut les filières scientifiques et l'engagement du président de la République qui vient d'accorder au CAMES un don de 500 millions de francs CFA pour encourager la recherche, ont été décisifs. S'y ajoute la célébration du centenaire de la faculté de médecine cette année. Nous suivrons avec toute l'attention requise le déroulement des épreuves et les résultats de cette 18e édition du concours d'agrégation de 2016 et souhaitons que les résultats soient des meilleurs pour renforcer notre système de santé avec des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant. Le concours du CAMES qui vient de démarrer ce matin se poursuit jusqu'au mardi 15. 10 milliards pour des chambres froides pour conserver donc les produits horticoles, une production record de plus de 40 000 tonnes de pommes de terre attendues et des centaines d'emplois à Mbane. Une véritable révolution agricole est en passe d'être réussie. En visite dans l'exploitation de Senec India, le ministre chargé du suivi du PSE, Abdelaziz Tall, a pu évaluer ce bond en avant agricole. Reportage à Mbane signé Abibou Mbaye. L'émergence portée ici sur les terres de Mbane. Une véritable révolution agricole se dessine à flot. S'il y avait une terre fertile pour semer les graines de l'émergence, Mbane n'y échapperait pas, tellement les vastes étendues ont fini de convaincre plus d'un producteur. Senec India a très tôt flairé ces opportunités offertes par la terre pour exploiter la pomme de terre. Depuis que l'équation du foncier est résolue, l'heure est à l'évaluation par les autorités en charge du plan Sénégal émergent de cette révolution agricole. Nous avons constaté qu'il y a une dynamique de travail, une activité intense qui explique d'ailleurs les résultats qui ont été obtenus dans ce secteur de l'horticulture dans le cadre du PSE. Figurez-vous qu'en 2011, le Sénégal n'était qu'à 2000 tonnes de pommes de terre. Aujourd'hui, avec l'avènement du PSE, nous en sommes à 50 000 tonnes de pommes de terre produites au niveau local. Ce qui veut dire que, en si peu de temps, nous avons accru de façon exponentielle la production en matière de pommes de terre. Cette exploitation est le fruit certes d'un partenariat, mais aussi d'une ambition clairement affichée de porter la production nationale à un niveau jamais égalé. Mais depuis que nous sommes rentrés carrément dans la filière, nous avons fait un bond de géant. Cette ambition, nous l'avons eue tout simplement parce que c'était un partenariat gagnant-gagnant entre la République indienne et la République du Sénégal, d'où le nom de Senec India, et qui voudrait, dans le cadre de la vision qui a été toujours incarnée par le président de la République, pour se rapprocher de la terre, parce que la richesse, comme il le dit, ce n'est ni le pétrole dont on parle, mais la richesse, la véritable source de richesse du Sénégal, c'est l'agriculture. Raison pour laquelle il s'est beaucoup investi dans l'autosuffisance en riz. Et nous pensons, nous, avec ce que nous sommes en train de développer dans cette zone, pouvoir atteindre l'autosuffisance en pommes de terre. Je voudrais rappeler que la consommation annuelle du Sénégal en termes de culture de pommes de terre, la consommation tourne autour de 100 000 tonnes annuellement. Si les prévisions sont respectées, ou en tout cas atteintes, en 2019, normalement, notre pays devrait atteindre l'autosuffisance en pommes de terre, c'est-à-dire avoir à peu près 100 000 tonnes, mais également avoir l'autosuffisance en 2018-2019 en matière de semences de pommes de terre. Cette exploitation visitée par le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent donne des espoirs en ce qu'elle charrie en termes d'emploi. Et Senec India est dans une phase de construction de chambres froides, de mise en marche de nouvelles machines. La machine que le ministre a inaugurée tout à l'heure est une machine de semis qui permet de faire les semis
de faire les engrais et de faire le traitement aussi de pesticides en même temps, suivant un réglage des pneus. C'est une innovation nouvelle. Nous en avons 2 de ce genre qui fait un rythme de semis de 4 hectares par 8 heures de temps et qui fait que chaque jour, nous avons 16 hectares de mise en semis, pesticides et en même temps aussi de l'engrais. Nous avons 15 pivots d'irrigation installés qui couvrent pour chaque pivot à peu près 75 hectares. Et comme vous savez que le rendement à l'hectare tourne autour de 40 à 45 tonnes l'hectare, je vous dis exactement l'exactitude des chiffres que je vous ai annoncés en termes de production annuelle. En termes de personnel, Sénég India emploie ici dans le domaine de l'agriculture, sur la période saisonnière, à peu près 800 agents en moyenne. Ça tourne autour de 600 et qui peuvent évoluer quand nous sommes en récolte ou en semi-récolte. Les exploitations agricoles de Mbane sont une autre preuve que l'émergence du Sénégal par l'agriculture n'est plus un rêve, mais une réalité. Après le démarrage des domaines agricoles communautaires, le partenariat avec les guides religieux et producteurs a donné des résultats probants. L'implication de ces personnes donc dans ce processus de mise en œuvre du DAC de CFA a permis de mettre en place une véritable culture entrepreneuriale à côté du domaine agricole communautaire de CFA. Plusieurs hectares sont exploités par ces leaders d'opinion pour diverses spéculations. Nous faisons le point avec Ibrahima Diédhiou. 2 ans après le lancement du PRODAC à CFA dans la région de Sédhiou, l'implication des guides religieux de cette zone a été déterminante. Un partenariat gagnant-gagnant qui a abouti à plus de rentabilité et de performance dans leurs différentes productions. À Bogal, par exemple, où 100 hectares de maïs et d'arachide sont exploités par Thierno Abdourahmane Bari. fekk ngeen ñu ci waaye yokku ngeen ñu ndax lii tey ku ko gis da nga xam ne kajut ci poosu baadoolo. Même dynamique à Ndiama. Ici, El Hadj Sidia Dramé produit sur ses champs 50 hectares d'arachide et 50 hectares de maïs. Jan, alhamdulillah rabbil alamin. Balwo fon mi yalon ko kata sanno tumo sirol kan taring bin dolle fana ka bondi ngaki moli. Oto nuwo keta product ban fo kono bar tenturo folombe min kala wole mo président de la république o mi El Hadji Macky Sall aya fo ayake. À quelques kilomètres de là, sur les terres de El Hadj Moriké Batoé. Le PRODAC, après le CFA, la région de Sédhiou n'a jamais eu un projet, un programme si important et si intéressant que le PRODAC. Mais rien ne peut le faire ni évoluer, ni aller en avant, sauf le travail. C'est ça que je suis en train de faire dans mes champs. À Djeddah Khalifa, El Hadj Abdoulhad Seydi se lance dans le processus, à l'image de ce que fait El Hadj Sidia Baro à Sali Keñe et Keba Dramé, président des chasseurs, Pakao Darsilame et guide religieux. Taba mo keme saba mo tanda no bijanne kamen karandi bar ala ni pordati hormo sakula do ko ma imakarno ma batandi balu ko mbe duala président man kala makki sallati be duala na ministre be fa ala shima men man kata kamen katan shen la ko to fara shafutani ala kana dasha. L'or jaune du Pakao est également dans les champs de Chérif Abdoul Aziz Aïdara. Turo kana nyama, engrais kana nyama, andom periodo mi kanati nyena akabetia. Ni rendement o je mi fonyo long. Ya ab superficie jibe 30 hectares, ya jibe mbe tonnage mi mbod la jang. Fini ninte jan. Autre étape, 40 tabac. Talibol fele ibijang ibukata dawoda imanki ak result ibe karangola be karandla dino la be kulula pour ye ke banku din cendolti ina muna fo moy nyela fele anindi jala fayola ni anindi jala fayola na jala fayo ni afana kala nye soto na fayel. Toujours dans le Pakao, Medina Souane, où le calife et son frère exploitent 60 hectares de maïs, autant pour le mil.
Producteurs agricoles depuis belle lurette, ces guides religieux ont fini de croire en la terre. L'encadrement et l'appui du PRODAC viennent renforcer leurs convictions. L'agriculture rend autonome, éloigne de la mendicité et favorise l'émergence économique. L'ANPEJ a organisé ce matin une table ronde sur la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme conjoint emploi des jeunes. Ce programme d'une durée de 3 ans vise comme bénéficiaires directs 30 000 jeunes demandeurs d'emploi, des hommes et des femmes diplômés ou non, âgés de 18 à 35 ans. Le but est de lutter contre le chômage des jeunes. Louise Bilza. Les principaux partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal autour d'une réflexion pour débattre de la problématique de l'emploi des jeunes. L'acte qui nous réunit ce jour témoigne de la vitalité de notre coopération et de notre capacité à œuvrer ensemble en termes de synergie, de cohérence, de concertation pour relever les défis de développement. Il s'agit ici en particulier du défi de l'emploi des jeunes. À mots simples, ils ont à cœur de mutualiser leurs efforts, mobiliser les ressources financières afin de résoudre le sous-emploi des jeunes. En effet, le taux de chômage des jeunes, lesquels constituent plus de la moitié de la population de notre pays, est particulièrement élevé. C'est pourquoi de nombreux projets de programme ont été initiés ces dernières années en vue d'améliorer de manière sensible l'employabilité des jeunes. Le problème est d'actualité. Tous les États du monde sont confrontés à cette question majeure du chômage des jeunes. Ici, on cherche des réponses hardies pour vaincre ce fléau. L'État du Sénégal a aussi pris des mesures adaptées à cet effet. Avant même d'accéder à la magistrature suprême, M. Macky Sall avait déjà un projet ambitieux pour l'insertion des jeunes. Et une fois qu'il a été élu, je pense que l'une des premières mesures liées en faveur de l'emploi du moins a été de revoir la nouvelle politique nationale d'emploi. Organisée par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, cette table ronde intervient dans un contexte marqué par l'articulation effective des politiques d'emploi à l'économie nationale. Cette vision économique de son Excellence, Macky Sall, le président de la République à travers le PSE, a, faut-il le rappeler, reçu l'appui de l'ensemble des partenaires au développement, parmi lesquels le système des Nations Unies qui œuvre grandement à sa réussite. D'un coût global d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA, le programme sera mis en œuvre sur tout le territoire national avec un accent particulier dans les zones prioritaires d'intervention identifiées comme telles en raison de l'inexistence de programmes en faveur de l'emploi des jeunes. A reçu cet après-midi la ministre de la Défense nationale du Canada. Elle est venue recueillir les conseils du président dans la perspective des opérations de paix que son pays va engager prochainement. Une discussion très utile selon le ministre canadien de la Défense au micro de Oumar Nying. Dans les opérations de paix, nous sommes à recueillir des informations et la perspective du président est extrêmement importante pour nous, pour bien comprendre les enjeux, alors que nous allons prendre les décisions en ce qui concerne notre engagement dans les opérations de paix. La perspective du président nous a été extrêmement utile. Sa perspective par rapport aux Nations Unies, par exemple, ça va nous permettre à nous de réfléchir à la fois quand on planifie, on regarde le type de contribution que l'on souhaiterait offrir, comment s'assurer que cette contribution soit vraiment utile, optimale pour vraiment contribuer aux enjeux auxquels on fait face. Le ministre canadien de la Défense nationale, Harjit Sajjan, reçu par le chef de l'État, c'était cet après-midi. Le secrétaire exécutif du PNDL et le directeur du Centre national de formation et de perfectionnement des travaux publics ont procédé à la clôture de l'atelier de formation organisé sur la gouvernance des investissements structurants, notamment sur la piste rurale. Les acteurs territoriaux ont pris part à cette activité qui s'est déroulée sur une dizaine de jours. Hamid Diop.
Pendant 2 semaines, une trentaine de participants issus de divers milieux professionnels ont pris part à un atelier de formation articulé sur diverses thématiques. La question de la gouvernance des investissements structurants a été bien positionnée durant cette session à la satisfaction des participants. Pour une bonne partie des participants, on a jugé très satisfaisant cette formation. Nous sommes renforcés en matière de gouvernance, surtout avec le nouveau paradigme aujourd'hui de territorialisation des politiques publiques, de gouvernance locale publique durable et intégrée. Le formateur nous a donné les astuces pour mieux gouverner les territoires, compte tenu des enjeux de l'acte 3 de la décentralisation, compte tenu des enjeux aussi du plan Sénégal émergent. Nous avons travaillé dans un processus d'élaboration de projets de territoire, de négociation avec les partenaires et de contractualisation. Ce processus est très pratique, très didactique. Au cours de cette session, un plaidoyer a été fait pour une meilleure gestion des pistes rurales au regard des sommes importantes en jeu. Un plaidoyer pour que la piste rurale soit désormais considérée comme une infrastructure publique dont l'entretien est à la charge de la collectivité territoriale, comme l'est le bâtiment public qui abrite le poste de santé, comme l'est le bâtiment public qui abrite l'école, etc. Les différents outils transmis aux différents participants leur ont permis de faire le tour des parties prenantes d'une action envisagée dans une démarche de programmation, de gestion et d'entretien des investissements. Au regard du contenu qui vous a été proposé, je suis persuadé que les attentes et espérances ont été au rendez-vous. J'en juge par le niveau de satisfaction assez élevé enregistré. Cela est d'autant plus pertinent que cette activité s'est étalée dans la durée. Car durant 2 semaines, vous avez posé des problèmes au bon niveau pour mieux se pencher sur les solutions techniques avec un fil conducteur très cohérent. Cette activité entre en droite ligne de la mise en œuvre du plan de formation du projet Pistes communautaires en étroite relation avec le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics avec le financement du FERA. Dans la série sur la santé, parlons de lutte contre le tabac. Plus question de fabriquer, de conditionner, d'étiqueter et de vendre n'importe comment le tabac au Sénégal. Votée en 2014, la loi sur le tabac est finalement entrée en vigueur avec la signature par le président de la République du décret d'application. Cette loi va même plus loin en interdisant de fumer dans les lieux publics. Plus de précisions avec Aramdao. Écouter parler de fervents artisans de la lutte anti-tabac sur la nouvelle loi, cela frôle presque la jubilation. Vous doutez fort bien que l'industrie du tabac venait à l'université de Dakar et distribuait gratuitement des paquets de cigarettes. L'industrie du tabac allait vers les ASC pour les soutenir dans leurs activités sportives, culturelles, etc. C'est fini. C'est fini. L'ingérence des industries du tabac dans les politiques nationales de santé, fini, toutes sortes de promotions, de parrainage, de publicité. Cette publicité ne sera plus possible sur les gadgets, ne sera plus possible sur des tablettes, dans des journaux télévisés et dans des émissions de télévision. Parce qu'il y a des formes de publicité directe ou indirecte dans des supports médiatiques quels qu'ils soient. Et tout ceci est sévèrement puni désormais par la loi. La loi est entrée en vigueur depuis le 26 juillet 2016, fixant les normes de fabrication, de conditionnement, d'étiquetage, de vente et d'usage du tabac au Sénégal. Et moi, je crois que ce qu'il faut, c'est que les États prennent leurs responsabilités pour aller dans le sens progressif de la conversion des industriels du tabac vers d'autres. Nous avons les mangues, les mads, les tolls, les produits halieutiques qui sont en train de pourrir en Casamance, qui sont en train de pourrir dans la vallée du fleuve, qui sont en train de pourrir partout. Pourquoi ne pas amener ces industries à aller dans le cadre de la transformation de ces produits? Dans cette loi votée depuis 2014, interdiction est aussi faite de fumer dans les lieux publics.
Les fumeurs, à eux tout seuls, dans le monde, tuent 600 000 personnes. Cette mortalité est supérieure à la mortalité actuelle du paludisme dans le monde. Cela veut dire que les fumeurs tuent plus que le paludisme. Vous croyez que c'est acceptable? La loi dit expressément, et je vais vous le lire vous-même, il est interdit de fumer dans les lieux publics et ouverts au public, ou à usage collectif, et tout lieu qui constitue un lieu de travail, ainsi que dans les moyens de transport public. Les hôtels, restaurants et aéroports peuvent disposer d'un fumoir en bonne et due forme. Les fabricants, producteurs et importateurs ont un délai de 9 mois à partir de l'entrée en vigueur pour se conformer à la loi. Les hôteliers et restaurateurs disent y travailler. Dans beaucoup de restaurants de la place, ils avaient déjà anticipé cette loi-là, et ce qui les avait permis d'aménager des espaces fumeurs et des espaces non fumeurs. On a déjà, en tout cas, on a déjà une option de là où on doit mettre en place un fumoir. On est déjà en train de le mettre en place. Je pense que d'ici début décembre, je pense qu'on sera OK. Les non-fumeurs ont en tout cas hâte d'être sauvés du tabagisme passif. Je suis très content que ça se passe comme ça. Moi déjà, je ne suis pas fumeur. Je suggère aux gens de ne pas fumer. La cigarette est très nocive, comme on le dit. Comme je dis, fumer c'est dangereux. En fumer, c'est mortel. Nous détenons 11 dossiers de personnes qui n'ont jamais fumé, qui sont mortes de tabac, qui sont des artistes, simplement parce qu'ils jouaient dans des restaurants et des boîtes de nuit où la fumée était permise. Un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique. Tout ce qu'inspire le tabac au pouvoir public, l'arme pour lutter contre semble toute trouvée. Voilà une belle formule. Fumer, c'est dangereux. En fumer, c'est mortel. La loi relative aux dons, au prélèvement et à la transplantation d'organes au greffe de tissus humains est en attente d'un décret d'application. Sur le plan juridique, tout est mis en œuvre pour réglementer le processus. Les acteurs travaillent sur la mise en place d'un conseil national de régulation du don d'organes. Les députés qui l'ont voté plaident pour un renforcement des moyens financiers du ministère pour accompagner les interventions sur la greffe. Fanta Badji. Le don, le prélèvement, la transplantation et la greffe de tissus humains, désormais possible au Sénégal, grâce à la loi numéro 18-2015. Nous l'avons voté avec beaucoup de succès à l'Assemblée nationale parce que c'était une loi attendue. Et certainement qu'au niveau de l'exécutif, on s'attelle à faire le décret d'application pour que cette loi importante qui est bien encadrée dans l'exposé des motifs. Il définit les dispositions juridiques et pénales pour réglementer et encadrer le processus. Le gouvernement a tenu à verrouiller dans cette loi l'importation d'organes. L'exportation d'organes est soumise, selon les dispositions de la loi, à une autorisation spécifique. Pour aussi contourner ou lutter contre le commerce illicite de dons d'organes, pour le moment, le Sénégal a opté juste pour la transplantation d'organes sur les personnes vivantes. Actuellement, les acteurs de la santé travaillent sur le texte pour fournir un cadre rationnel éthique pour déterminer les modalités pratiques de sa mise en œuvre. C'est le Conseil national de régulation du don d'organes. Il est question donc de s'occuper de son fonctionnement, de l'organisation du travail, de la sélection même des donneurs, l'identification des receveurs. Et c'est toute une politique et des stratégies qui sont en train d'être développées pour assurer la promotion, la transparence et la coordination du don et du prélèvement. Aujourd'hui, tout est en place pour démarrer les interventions pour la greffe, autant sur le plan matériel que médical. Dans certaines structures de prise en charge des malades, le travail a déjà commencé. Nous avons commencé à plus ou moins sélectionner les couples. Voilà, nous identifier les potentiels malades à transplanter, les potentiels donneurs. Voilà, et puis nous avons notre petite liste et puis on attend encore. Les gens pensent que la transplantation c'est une chose très compliquée, alors que bon, sur le plan chirurgical, nos amis urologues ils font des choses beaucoup plus compliquées chaque jour. Ça pose pas de problème pour eux. Nous avons du personnel qualifié. Et nous avons également des structures adaptées pour pouvoir faire la transplantation. Et cela nous permettra d'assurer la qualité. Ça nous permettra également de pérenniser. Ça nous permettra également
de prendre toutes les dispositions avec tous les centres de responsabilité concernés. Les soins qui entourent la greffe sont d'autant plus chers que seules les personnes d'un certain niveau de vie peuvent supporter les frais. La commission santé de l'Assemblée nationale compte d'ailleurs porter pour une augmentation du budget du ministère de la Santé. Nous avons un budget qui nous permet de subventionner les médicaments. Je crois qu'il y a une politique de gratuité qui fait même la fierté du Sénégal dans le cadre de la couverture maladie universelle. Donc, nous avons l'agence de la CMU aussi qui aura un rôle à jouer. La PMA, comme vous le dites, est une structure de l'État. Et donc, à ce niveau, nous allons prendre des dispositions pour aller dans le sens de la gratuité. Il faut davantage donner le moyen. Et nous, députés, nous faisons ce plaidoyer d'avoir que le ministère de la Santé puisse disposer de plus de moyens, qu'il puisse prendre en charge ces maladies qui sont très difficiles. Le prélèvement et la greffe d'organes remontent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En Afrique noire, 2 pays ont commencé la pratique depuis longtemps. Il s'agit du Kenya et de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal sera bientôt le 3e, si bien entendu, le décret d'application est signé. Avec l'avancée de la mer, l'érosion côtière prend de l'ampleur au Sénégal. Pour y faire face, le génie militaire a initié des techniques d'enrochement sur le littoral, notamment à Saly, où des complexes hôteliers ont été sauvés. Dans la même dynamique, la gendarmerie nationale lutte contre l'extraction du sable marin. Grâce à sa section de l'environnement, des résultats probants ont été enregistrés. Louis Philippe Sagna. Déforestation, extraction illicite de sable marin, des fléaux auxquels les hommes en bleu s'activent nuit et jour pour les enrayer. Dotée de moyens adéquats, cette section spéciale de la gendarmerie nationale a enregistré d'importants résultats. En effet, depuis 2006, la section a eu à enregistrer des cas au nombre de 960. Pour le traitement de ces 960 cas, 494 personnes ont été arrêtées pour des délits divers contre l'environnement. Et il y a eu également 484 immobilisations de véhicules ou d'embarcations divers qui ont été donc effectuées par la section de l'environnement. Avec ses 700 km de côte, le Sénégal est particulièrement exposé à l'avancée de la mer. L'érosion du littoral s'est accélérée à cause de l'élévation du niveau de la mer due au réchauffement de la planète. Pour y faire face, le génie militaire a apporté son expertise. Les forces armées, à travers son génie militaire, a eu par le passé et même récemment à faire beaucoup de missions pour essayer de stabiliser le littoral entre Bargny et Saly Portudal. Donc on a eu à faire une mission à Bargny d'abord, entre Bargny et Sendou, où on a eu à appliquer la technique de l'enrochement. On a également repris cette technique qui était très concluante au niveau de Saly, qui a permis de sauver tout le complexe hôtelier qui est au long de la berge. Des plages dégradées ont été restaurées. Tous ces efforts ont permis de restaurer le tissu herbacé des espaces verts et de rendre aux plages leur lustre d'antan. La caravane Wadjal Magal édition 2016 a pris fin à Kaolack. Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du Khalif des Mourides, a présidé la cérémonie en présence des autorités administratives et des familles religieuses. C'était la cérémonie de clôture des activités préparatoires du Grand Magal de Touba. Pendant plus de 12 jours, une caravane a sillonné 49 sites religieux, de Afel Akram à Darminam Saloum, en passant par Porokhan, Nioro, Dingiray, Nawel, Toukar ou encore Lagan dans la commune de Nguelou. Objectif, suivre les pas de Ahmadou Bamba, rencontrer les talibés et faire revivre l'histoire. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a présidé l'activité au nom du Khalif général des Mourides. Dès sa prise de parole, il a félicité les caravaniers pour le travail titanesque abattu. Il a aussi souligné que ces échanges sont des instructions de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le Khalif général des Mourides. Une large fenêtre est ouverte sur le thème du jour, le mouridisme et ses principes. Aujourd'hui, les enseignements de Serigne Touba sont plus que d'actualité. Les musulmans, notamment les talibés mourides, doivent retourner à la source. Le respect des principes de l'islam, l'amour du prochain et du travail sont aussi prônés. Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké de dire aussi que le Magal de Touba est célébré le 18e jour